Bonjour et bienvenue sur la chaîne de référence du Sisquadra révisé pour que tu sois un pro de la compta. Alors aujourd'hui, on va parler des coûts d'emprunt. C'est un point majeur du Sisquadra révisé qui correspond d'ailleurs à une innovation et qui est en droite ligne avec ce que prescrit l'IAS 23, cette norme comptable internationale sur les coûts d'emprunt. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler de manière concrète? Premièrement, on va voir la définition même du concept. Ensuite, deuxièmement, nous allons voir les coûts d'emprunt qui sont incorporables. Après cela, nous parlerons de la période concernée ici par l'incorporation de ces coûts d'emprunt. On va également voir les informations qu'il convient de mentionner dans les notes annexes. Donc ensuite, nous allons voir une application pour dégager des situations concrètes où tout cela peut s'appliquer. Lorsqu'on parle des coûts d'emprunt, de quoi il est question? En fait, il s'agit ici des intérêts et des autres coûts qui vont être supportés par l'entité dans le cadre d'un emprunt de fonds. Globalement, donc, on va en distinguer trois types. Premièrement, ce seront les intérêts qu'on va supporter sur les emprunts classiques. La deuxième catégorie de coûts d'emprunt, ce sont les charges financières qui sont ici déterminées sur les locations-acquisitions. Et il y a une belle vidéo qu'on a faite sur les locations-acquisitions. Pour y accéder, tu peux juste cliquer ici au-dessus là pour pouvoir avoir accès à cette vidéo sur les contrats de location. Et la troisième catégorie de coûts d'emprunt, ce sera les différences de change qui vont donc ressortir sur les emprunts en devises. Donc voilà les trois catégories de charges liées ici aux emprunts qui vont entrer dans la détermination des coûts d'emprunt. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un actif qualifié pour l'incorporation des coûts d'emprunt? C'est en fait des actifs qui vont exiger une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisés ou vendus par l'entité. Alors, comme actif qualifié, on peut avoir des stocks, on peut avoir des immobilisations corporelles comme des magasins de stockage, des installations de fabrication, des immobilisations incorporelles également comme des brevets, des logiciels, des contrats également de construction. Ici, ce sont les contrats qui vont chevaucher plusieurs exercices. Donc, ces différents actifs qui vont exiger une longue période de préparation peuvent donc être qualifiés pour l'incorporation des coûts d'emprunt. Lorsqu'on parle de longue période de préparation, dans la pratique, c'est une période supérieure à 12 mois. Cependant, le référentiel Sisquadra indique que l'entité peut faire preuve de jugement si nous sommes ici en présence d'une période inférieure à 12 mois. Si elle estime que les coûts d'emprunt concernant cet actif qui a fait l'objet d'une préparation sur une période inférieure à 12 mois sont des coûts qui sont significatifs, à ce moment-là, elle peut les intégrer dans le coût de l'actif et devrait porter une mention dans ses notes annexes. Voyons donc quelques exemples d'actifs qui peuvent être qualifiés pour l'incorporation des coûts d'emprunt. Ce sera par exemple le stock de cognac, qui va nécessiter ici une durée de maturation assez longue, 2 ans par exemple. Ce sera le cas des avions et des bateaux dont la construction va s'étendre sur une période par exemple de 2 ans. Des immeubles de bureaux en construction dont la construction va être effectuée sur 18 mois ou même l'extension d'un magasin dont la durée de construction est de 1 an. Donc, on voit ici que le point d'orgue, c'est sur la durée de préparation de l'actif préalablement à sa vente ou à son utilisation. Maintenant, les coûts d'emprunt qui sont incorporables, on va distinguer deux cas précis. Premièrement, le premier cas, c'est celui des emprunts qui sont spécifiques. C'est-à-dire que l'entité va s'endetter, elle va emprunter dans le but de financer un actif bien identifié. On peut par exemple prendre le cas d'une entité qui va donc souscrire par exemple un emprunt de 100 millions afin de financer la construction de son magasin de stockage et rien que la construction de ce magasin de stockage. Il est clair que à ce moment-là, le coût d'emprunt qui va être incorporé dans la valeur de ce magasin de stockage vont être constitués des intérêts réels générés par ces 100 millions d'emprunts. Ces coûts d'emprunt réels doivent être, le cas échéant, diminués de tout produit qui résulterait du placement temporaire des fonds. On va d'ailleurs voir dans le cadre de cette vidéo une application dans laquelle une entreprise a dû faire un placement temporaire de ses fonds.
lequel placement a généré des produits qui ont dû venir en diminution des coûts d'emprunt. Donc, on a le premier cas, c'est le cas de l'emprunt spécifique. On a un actif bien identifié qui est financé par cet emprunt. Donc, le coût à incorporer, c'est les coûts d'intérêt réels. Il n'y a pas de retraitement spécifique à effectuer. Le deuxième cas, c'est le cas d'un financement, on va dire généraliste, un financement global. On souscrit ici à un emprunt pour financer plusieurs actifs. C'est le cas qu'on observe le plus souvent. On verrait difficilement une entreprise, on va dire, prendre un crédit juste pour financer l'acquisition d'un actif unique. En général, c'est pour financer une activité, un secteur d'activité, pour financer une activité de façon beaucoup plus globale. Et à ce moment-là, l'emprunt en question est utilisé pour acquérir plusieurs actifs, plusieurs éléments d'actifs à la fois. Dans ce cas, le coût d'emprunt va être obtenu par le biais d'un taux de capitalisation qui va être la moyenne pondérée ici des coûts d'emprunt applicables aux emprunts de l'entité. Et ce taux de capitalisation va être appliqué aux dépenses effectuées pour pouvoir obtenir les coûts d'emprunt correspondants. La période d'incorporation, on va distinguer trois cas. Premièrement, le commencement même de cette période d'incorporation. Ensuite, la suspension éventuelle de la période d'incorporation. Et enfin, la fin de cette période d'incorporation. Le début de la période d'incorporation va nécessiter que trois conditions soient réunies. Premièrement, que les dépenses relatives aux biens soient réalisées, que les coûts d'emprunt soient encourus, ce qui signifie que au cours de l'exercice, on a des charges d'emprunt qui sont donc supportées par l'entité. Et troisièmement, il faut que les activités indispensables à la préparation de l'actif, il faut que les travaux soient, n'est-ce pas, en cours. À ce moment-là, on peut estimer que nous sommes déjà en plein démarrage de cette période d'incorporation. Deuxièmement, la période d'incorporation peut être suspendue pendant des périodes significativement longues d'interruption de l'activité productive. Et à quel moment la période d'incorporation prend fin? C'est lorsque les activités indispensables à la préparation de l'actif, préalablement à son utilisation ou à sa vente, sont quasiment terminées. Deux informations importantes doivent être mentionnées dans les notes annexes qui accompagnent donc le jeu complet d'état financier. Ces deux informations importantes, c'est premièrement le montant des coûts d'emprunt qui sont donc incorporés au titre de l'exercice, et deuxièmement, pour le cas du financement généraliste ou pour le cas du financement global, il faudrait également mentionner le taux de capitalisation qui est utilisé pour déterminer le montant des coûts d'emprunt et bien entendu les modalités de calcul qui ont permis d'aboutir à ce taux de capitalisation. Voyons maintenant une application pour voir une situation précise, concrète, dans laquelle on va déterminer les coûts d'emprunt. C'est donc la société Vidéo Entrepreneur qui a contracté le 1er mars un emprunt remboursable in fine dans 5 ans pour la construction d'un immeuble destiné à devenir son siège social. Le montant de l'emprunt, c'est 230 millions au taux de 12%. La construction débute un mois après que l'emprunt ait été souscrit, à savoir le 1er avril N, pour s'achever le 15 novembre N+1. On voit déjà ici qu'on est en présence, on a là une longue période de construction, de préparation de l'immeuble, de préparation de l'actif. Du 1er avril au 15 novembre, on va dénombrer pas moins de 19 mois. Donc on est bien au-delà de la durée longue qui en pratique correspond à 12 mois. Le montant total de la construction s'élève donc à 230 millions. N'ayant pas eu à débloquer l'intégralité des fonds immédiatement, l'entité effectue du 1er mai N au 30 septembre un déplacement de trésorerie qui lui rapporte des revenus financiers d'1,6 million. Il est question dans le travail à faire de déterminer le coût de la construction et de passer des écritures appropriées. Donc, comme on venait de le souligner, on est ici en présence d'une longue période de préparation. L'actif est donc qualifié pour l'incorporation des coûts d'emprunt. Quels sont donc les coûts d'emprunt qui vont être incorporés? Les intérêts courus au titre de l'emprunt sont déterminés ainsi qu'il suit. On a emprunté 230 millions au taux de 12%, donc on applique 12% à 230 millions. Il faut tenir compte du prorata sur lequel les intérêts vont courir, à savoir les 10 mois qui vont du 1er mars au 31 décembre. Donc, on va déterminer ici un intérêt sur la base du ratio de 10 mois sur 12, ce qui aboutit à des intérêts de 23 millions.
La durée d'incorporation de l'emprunt, il est de 9 mois en ce que, eh bien, la construction a commencé le 1er avril. Du 1er avril à fin décembre, nous avons ici 9 mois. On va donc déterminer un coût d'emprunt proportionnellement à ces 9 mois, à savoir 230 millions fois 12% fois 9 mois sur 12, ce qui nous donne 20 700 000. On se rappelle que cela a été souligné dans l'énoncé. Des fonds ont été temporairement placés et ont ainsi généré des produits d'une valeur de 1,6 million. Ces produits doivent être défalqués du coût déterminé dans la ligne précédente, va être défalqué donc des 20,7 millions. Et nous avons ici des coûts d'emprunt net de 19 100 000. Ce sont ces coûts d'emprunt de 19 100 000 qui vont finalement être incorporés à la valeur du bâtiment. Ainsi, voici les écritures que nous pouvons passer. Le compte de bâtiment en cours va être débité pour une valeur de 249 100 000, c'est-à-dire les 230 millions de dépenses engagées pour le bâtiment et majoré de 19 100 000 correspondant au coût d'emprunt portant sur ce bâtiment. En contrepartie, on va donc créditer les comptes de production immobilisés pour 230 millions et le compte de transfert de charges financières. On va ici estimer qu'au départ, toutes les dépenses portant sur la construction avaient été passées en charge et ces charges vont donc être neutralisées par le biais de ce compte de production immobilisé. Donc, comme on peut le constater ici, nous sommes en présence d'un financement spécifique. On a emprunté des fonds uniquement pour financer la construction d'un bâtiment qui, dans le cas d'espèce, était le siège social de la société Vidéo Entrepreneur. Voyons maintenant dans l'application 2, ce sera le cas ici d'un emprunt global, pour lequel on va devoir calculer un taux de capitalisation. Donc, la société Vidéo Entrepreneur a financé la construction d'une nouvelle plateforme pétrolière par la souscription de 3 emprunts intégralement remboursables au 31/12. La construction débute le 1er avril et s'achève le 31/12. Donc, 3 emprunts, voici les valeurs de chacun des emprunts. Le premier emprunt a été souscrit pour 100 millions, le deuxième 200 millions, le troisième pour 300 millions. Chacun a son taux. Chacun de ces emprunts a donc son taux d'intérêt, à savoir 4% pour le premier, 5% pour le second et 6% pour le troisième. Donc, globalement, on a dû emprunter une somme de 600 millions pour financer donc la construction de la plateforme pétrolière qui, comme on peut le voir ici, a dû nécessiter un engagement de fonds pour 300 millions. Donc, on a dépensé 50% de la somme empruntée, 200 millions le 1er avril, 50 le 15/9 et 50 le 1er/12. On peut donc remarquer que c'est bel et bien un financement global ici, dans la mesure où les 600 millions ont financé pour 50% cette plateforme pétrolière et pour 50 autres pourcents, l'acquisition d'autres actifs certainement. Il est donc question de déterminer le coût de la construction et de passer des écritures appropriées. Donc ici, on va devoir calculer un taux de capitalisation qui, comme on l'a déjà souligné, est la moyenne pondérée des moyens de financement externes. Cette moyenne pondérée donc n'est pas compliquée à déterminer, étant donné que chaque emprunt a son taux. On va déterminer un taux moyen en faisant une règle de 3. Ce qui nous permet d'avoir ici un taux moyen de 5,33%, qui est notre taux de capitalisation, qui doit être appliqué aux dépenses effectivement engagées pour la construction de la plateforme pétrolière afin d'avoir le coût d'emprunt relatif à cette plateforme pétrolière. L'autre plateforme a coûté dans un premier temps 200 000. Entre le 1er avril et le 15/9, on détermine la valeur correspondante qui est de 4,8 millions. Ensuite, du 15/9 au 1er/12, les dépenses cumulées étaient de 200 000 plus 50 000, en appliquant le taux moyen de 5,3%, notre taux de capitalisation, et en tenant compte du prorata des 2,5 mois partant du 15/9 au 1er/12, nous aboutissons ici à une dépense, à un coût d'emprunt de 2,7 millions. Le même procédé est utilisé pour les dépenses cumulées au 31/12. Et nous avons ici un total des coûts d'emprunt incorporables de 8 millions. Et par conséquent, le coût de production de notre plateforme pétrolière est de 300 millions plus les 8 millions de frais d'emprunt. On aboutit ici à un coût global de 308 millions. Donc nos écritures à comptabiliser ne sont pas compliquées à passer. Premièrement, on va débiter le compte de matériel industriel en cours et ensuite
créditer la production immobilisée et les transferts de charges financières. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Si tu désires télécharger le support PDF des coûts d'emprunt que nous venons de voir dans cette vidéo, il y a un lien dans la description prévu à cet effet. Tu peux également t'abonner afin d'avoir tout nouveau contenu, afin d'être un pro de la compta. À très vite.